Bonjour, je m'appelle Michel Bernardin et ce que je vais vous raconter est l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Je suis chauffeur de taxi à Marseille, dans le sud de la France. Je travaille surtout avec des clients réguliers qui me connaissent bien, des gens qui m'appellent quand ils ont besoin d'aller quelque part. Mais parfois, il m'arrive de prendre des courses de rue. Et c'est là que commence cette histoire sombre et tordue que je dois vous raconter. Cette nuit-là, j'étais sur le point de rentrer chez moi après une longue journée de travail. Il était presque minuit et j'étais près du vieux port, mais tout était fermé et plongé dans l'obscurité. Soudain, j'ai vu 2 personnes me faire signe. J'ai pensé leur dire que je n'étais plus en service, mais le besoin d'argent m'a fait m'arrêter. J'ai vu que c'étaient 2 hommes vêtus de noir. Ils paraissaient jeunes, mais je ne peux pas bien les décrire car il faisait nuit et il n'y avait pas beaucoup de lumière dans cette rue. Ils m'ont demandé si je pouvais les emmener dans un endroit en périphérie de la ville, du côté de la campagne provençale. Normalement, j'essaie toujours de faire la conversation avec mes passagers. Vous savez, j'essaie d'être cordial pour qu'ils se sentent à l'aise pendant le voyage. Mais ces jeunes hommes me répondaient à peine. On voyait qu'ils ne voulaient pas parler, ils ne discutaient même pas entre eux. Ils restaient très silencieux et la situation a commencé à devenir inconfortable. Nous étions à mi-chemin quand l'un d'eux a reçu un appel. J'ai vu dans le rétroviseur que l'homme avait un très vieux portable, un de ces Nokia qui sont sortis vers 2001. Il a décroché et a dit « Nous sommes en route, ne commencez pas sans nous ». Après qu'on lui ait répondu de l'autre côté, il a ajouté « Oui, nous en amenons un ». Puis il a raccroché. Je continuais à conduire normalement. Nous sortions de Marseille et tout devenait désolé, car nous entrions sur les routes de campagne. Ils me disaient où conduire, car ils n'avaient pas d'adresse exacte. Je leur ai demandé si nous arrivions bientôt, et ils m'ont répondu qu'il fallait encore environ 15 minutes. À ce moment-là, ma femme m'a appelé pour me demander où j'étais, qu'elle s'inquiétait pour moi. Mais avant que je puisse lui répondre quelque chose, le type assis derrière moi m'a arraché le téléphone et l'a jeté par la fenêtre. J'ai crié pour lui demander ce qui lui prenait, mais à ce moment-là, il a sorti un couteau et l'a pointé vers ma gorge en me disant de me calmer et de continuer à conduire. Mes amis, la terreur que j'ai ressentie était indescriptible. Tout ce que je pensais, c'est qu'ils voulaient me voler mes affaires, ma voiture, ou qu'ils allaient m'enlever. Mais rien ne se rapprochait de la terrible réalité de ce que ces individus prévoyaient de me faire. Je leur ai dit « D'accord, je ferai ce que vous demandez, mais ne me faites pas de mal. J'ai 2 filles qui m'attendent à la maison. » Le type a seulement répondu « Tais-toi et continue à conduire, ne dis pas un mot de plus. » Alors j'ai obéi. J'ai continué à conduire pendant quelques minutes jusqu'à ce que l'un d'eux me dise « Tournez ici. » C'était un chemin dans la garrigue provençale. On ne voyait rien d'autre que des buissons de thym et de romarin tout autour. Pour être honnête, je me croyais déjà mort. J'ai pris ce chemin et conduit encore quelques minutes. C'est là que nous sommes arrivés devant une maison de 3 étages, abandonnée, si négligée et sale, sans porte ni fenêtre. Ils m'ont dit d'éteindre le moteur, ce que j'ai fait. Ensuite, ils m'ont fait descendre et marcher vers cette maison. Si cette histoire vous glace le sang autant que moi quand je l'ai vécue, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Votre soutien m'aide à continuer à partager ces témoignages terrifiants. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander ce qu'ils allaient me faire, ce qu'ils voulaient de moi, que ma famille n'avait pas d'argent, que nous vivions au jour le jour avec ce que je gagnais comme chauffeur de taxi. Ils m'ont dit de me taire si je ne voulais pas qu'ils me fassent du mal avec ce couteau. Ce que j'allais découvrir à l'intérieur allait dépasser mes pires cauchemars. Ils m'ont fait entrer dans cette maison et monter au 2e étage. Ce trajet a été le plus terrifiant de ma vie. On ne voyait absolument rien. J'ai même trébuché dans les escaliers. Il y avait une odeur fétide depuis notre arrivée sur les lieux, une puanteur de chair pourrie mélangée à de l'encens brûlé. Quand nous sommes arrivés au 3e étage, j'ai découvert l'horreur. Il y avait un groupe de personnes,
toutes vêtues de noir avec des capes noires par-dessus. Ils avaient allumé un petit feu de camp au centre de la pièce, et grâce à cette lumière, j'ai pu voir tout ce qui s'y trouvait. La première chose que j'ai entendue, ce furent des cris. J'ai regardé par terre et j'ai vu 3 autres personnes attachées par les mains et les pieds, avec du scotch sur la bouche, qui pleuraient et criaient désespérément. Ces pauvres âmes étaient dans le même état que moi maintenant. J'ai aussi remarqué qu'ils avaient été dessinés une énorme étoile sur le sol, un pentagramme pour être exact. Sur les 4 murs de cette pièce, il y avait des figures et des phrases peintes dans une autre langue. C'est tout ce que j'ai pu voir car, juste après être arrivé, l'un des types m'a frappé à la tête et je suis tombé au sol. Je n'ai pas complètement perdu connaissance, mais je pouvais encore entendre leur voix. J'ai senti qu'ils m'attachaient comme les autres personnes dont je vous ai parlé. Et j'ai entendu une personne qui semblait être le leader dire à mes ravisseurs « C'est le seul que vous avez amené ?» Ils ont répondu que oui, qu'ils lui demandaient pardon, mais qu'ils n'avaient pas pu emmener personne d'autre. À ce moment-là, j'étais en train de m'évanouir, mais j'ai senti qu'ils m'ont donné une gifle pour que je reste conscient. Apparemment, ils avaient besoin que nous soyons conscients à tout moment pour ce qu'ils prévoyaient de nous faire, à nous et aux autres personnes kidnappées. C'est alors que j'ai vu comment ils ont tous commencé à former un cercle autour de nous, les victimes, et ont commencé à réciter une sorte de prière dans une autre langue. Le son était guttural, presque animal. Les mots semblaient sortir du fond de leur gorge comme un râle de mort. J'ai commencé à pleurer car je savais que je ne reverrais plus jamais ma famille et que tout s'arrêterait là. Ces fous furieux ont sorti des couteaux et ont commencé à nous faire de petites coupures sur notre corps. Ils commençaient à s'enduire notre sang sur le visage, se dessinant d'étranges figures sans arrêter de répéter ces prières macabres. Je tremblais de peur, et une fille qui était à côté de moi, qui était aussi victime, s'est évanouie. L'un d'eux a essayé de la réveiller car, comme je l'ai dit, ils avaient besoin de nous conscients pour ce rituel qu'ils pratiquaient. Mais la fille ne s'est pas réveillée, elle ne réagissait pas. Alors ces types l'ont jetée par la fenêtre. Comme elle ne leur servait plus à rien, ils ont décidé de lui faire cette chose horrible. Bien qu'en y réfléchissant, elle a eu de la chance, car ce qu'ils prévoyaient de nous faire à nous était bien pire. Quand ils ont tous fini de s'enduire le sang sur le visage, tout est devenu silencieux. Et dehors, nous avons commencé à entendre des sons de toutes sortes d'animaux. J'étais terrorisé. C'était quelque chose de macabre. Ils ont commencé à rire. Ils étaient contents car ils savaient parfaitement que ce n'était pas des animaux, mais ce qu'ils étaient en train d'invoquer. Les bruits de la forêt provençale avaient changé. Ce n'étaient plus les cigales, les chouettes ou les sangliers que nous connaissions. C'étaient des sons différents, des grognements sourds, des sifflements aigus, comme si quelque chose d'ancien se réveillait dans ces collines. Si vous ressentez la même angoisse que moi en écoutant ceci, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu quelque chose d'inexpliqué? Vos témoignages m'aident à comprendre que je ne suis pas fou. Je voulais m'évanouir, mais j'ai essayé de toutes mes forces de rester conscient car je ne voulais pas qu'ils me jettent aussi par la fenêtre. Nous étions au 3e étage et il était presque impossible d'en sortir vivant. Alors je suis resté fort et résistant. Quand ces bruits de dehors se sont tus, ils ont tous pris des armes tranchantes et se sont approchés de nous. Le leader leur a dit « Il est temps ». Mais ce qui s'est passé ensuite a changé le cours de cette nuit d'horreur. Les autres personnes qui étaient avec moi ont commencé à crier, des cris désespérés que je peux encore entendre dans ma tête aujourd'hui. J'ai fermé les yeux en attendant ma fin. Ces sons résonnaient dans cette maison abandonnée de la campagne provençale comme des échos de l'enfer lui-même. Mais avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit, l'un d'eux a dit « Attendez, on voit des phares d'une voiture ». Ils ont tous couru vers la fenêtre pour regarder. J'ai commencé à entendre le bruit d'un véhicule qui approchait sur le chemin de terre. Tous ont pris leurs armes et sont sortis en courant. Il semblait qu'ils allaient affronter quiconque arrivait sur les lieux. Mais c'est là que j'ai entendu des coups de feu.
Les personnes qui étaient là avec moi ont commencé à crier à l'aide, et moi aussi j'ai commencé à hurler avec les quelques forces qui me restaient. Un moment s'est écoulé, et 3 hommes armés sont montés. C'étaient des gendarmes qui patrouillaient par hasard dans la zone, cherchant un gang de criminels, et ils étaient tombés sur cette maison. Ils ont été notre miracle. Ils nous ont détachés et nous ont emmenés à l'hôpital. Je me suis évanoui et je ne me suis réveillé que le lendemain, avec ma femme déjà à mes côtés. J'ai commencé à pleurer inconsolablement car je pensais que je ne la reverrais jamais plus. Il y avait aussi là des enquêteurs qui allaient me poser des questions sur ces personnes qui m'avaient kidnappé. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pu attraper qu'un seul membre car les autres s'étaient enfuis et ils n'avaient pas pu les retrouver. Mais le type refusait de parler. Il voulait qu'on le tue plutôt que de dire quoi que ce soit sur cette secte, car ils avaient un pacte de sang. J'ai raconté mon histoire, et selon eux, ils ont fait tout leur possible pour retrouver les autres membres de cette secte, mais ils ne les ont jamais trouvés. Le type qu'ils ont attrapé est encore en prison, purgeant sa peine, mais il n'a jamais dit un seul mot. Alors, ils sont toujours là-bas, cachés quelque part dans les collines de Provence, emmenant des gens innocents pour leurs méfaits, leurs rituels sataniques, et s'en tirant à bon compte car personne ne connaît leur cachette. Ce qui me hante le plus, c'est que les gendarmes m'ont expliqué que cette maison abandonnée était connue des autorités. Elle appartenait autrefois à une famille de nobles qui pratiquait l'occultisme au XVIIIe siècle. La famille de Montclerc était réputée pour ses expériences avec l'alchimie et la magie noire. Selon les archives municipales, plusieurs disparitions mystérieuses avaient eu lieu dans cette région au fil des décennies. Des randonneurs, des cueilleurs de champignons, même des chasseurs expérimentés qui connaissaient parfaitement ces collines. Ils partaient le matin et on ne les revoyait jamais. Le plus troublant, c'est que les enquêteurs ont découvert que cette secte moderne utilisait exactement les mêmes symboles et rituels que ceux pratiqués par la famille de Montclerc il y a plus de 2 siècles. Comme si quelque chose avait survécu dans cette maison, comme si le mal s'était transmis de génération en génération. Depuis cette nuit terrifiante, j'ai quitté mon travail de taxi. Je ne pouvais plus supporter de conduire la nuit, surtout sur les routes de campagne. Chaque ombre, chaque silhouette me rappelait ces 2 hommes en noir qui avaient détruit ma vie. Ma femme et mes filles ont dû déménager avec moi à Lyon, loin de Marseille et de la Provence. Mais même là-bas, je fais des cauchemars. Je rêve encore de cette pièce, de ce pentagramme dessiné au sol, de ces visages couverts de sang qui riaient en invoquant des forces obscures. Si vous habitez dans le sud de la France, soyez prudents. Si jamais vous voyez une maison abandonnée dans la campagne, n'y entrez jamais. Et si des étrangers vous demandent de les emmener dans des endroits isolés, surtout la nuit, refusez. Votre vie en dépend peut-être. Le nombre de personnes disparues continue d'augmenter dans la région. Les autorités font ce qu'elles peuvent, mais cette secte semble toujours avoir une longueur d'avance. Ils connaissent parfaitement ces collines, ces grottes, ces anciennes bergeries abandonnées. Vous qui m'écoutez, si vous avez des informations sur des activités suspectes dans la campagne provençale, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons peut-être empêcher d'autres innocents de vivre ce que j'ai vécu. Je remercie Dieu d'être encore là pour vous raconter cette histoire, car c'est un miracle que je sois encore en vie. Mais je sais qu'ils sont toujours là-bas, quelque part dans la garrigue, attendant leur prochaine victime. Et cette pensée ne me quitte jamais, même dans mes moments les plus paisibles. Après ma sortie de l'hôpital, je n'arrivais pas à oublier ce que j'avais vécu. Les cauchemars étaient constants, mais il y avait quelque chose qui me rongeait encore plus. Cette maison. Je devais comprendre ce qui s'y était vraiment passé. Alors, malgré les objections de ma femme, j'ai commencé à faire des recherches sur la famille de Montclerc. Ce que j'ai découvert aux archives départementales de Marseille m'a glacé le sang. La famille de Montclerc n'était pas une famille noble ordinaire. Ils étaient tous les descendants d'une lignée d'alchimistes et d'occultistes qui remontait au Moyen Âge.
Le dernier membre de la famille, le comte Édouard de Montclerc, avait vécu dans cette maison jusqu'en 1789, l'année de la Révolution française. Mais contrairement à d'autres nobles qui ont fui la France, lui est resté. Pourquoi ? Parce qu'il était obsédé par ses expériences avec ce qu'il appelait les forces primordiales. Dans les documents que j'ai trouvés, il y avait des témoignages de paysans de l'époque qui parlaient d'orbes d'étranges lumières dans la maison la nuit, de cris inhumains qui sortaient des fenêtres, et surtout de gens du village qui disparaissaient régulièrement. Le comte avait une bibliothèque immense, remplie de grimoires et de livres interdits qu'il avait collectionnés à travers toute l'Europe. Certains dataient de l'époque des Templiers, d'autres venaient de monastères abandonnés, et quelques-uns étaient même écrits en langues anciennes que personne ne comprenait. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le journal personnel du comte que les archives avaient conservé. Dans ses dernières entrées, datées de décembre 1789, il écrivait « Les barrières s'affaiblissent. Ce que j'ai invoqué refuse de repartir. Il me faut plus de sang, plus d'âme pour nourrir ce que j'ai réveillé. » La maison elle-même est devenue un portail. Il y avait aussi une lettre adressée à un certain maître Antonin, à Paris, dans laquelle le comte expliquait qu'il avait réussi à ancrer définitivement l'entité dans les pierres de la demeure familiale. Il mentionnait un rituel qui permettrait à cette force obscure de survivre même après sa mort, tant que quelqu'un viendrait nourrir le pacte. La dernière trace du comte de Montclerc date du 15 janvier 1790. Ce jour-là, les paysans du village le plus proche ont vu des flammes sortir de toutes les fenêtres de la maison. Mais quand ils sont arrivés sur place au matin, la maison était intacte. Pas de traces d'incendie, pas de cendres. Seulement une odeur de soufre qui persistait depuis des semaines. Le comte avait disparu, mais selon les témoignages, sa voix continuait de résonner dans la maison abandonnée pendant des mois. Des chasseurs qui passaient près de là juraient entendre des incantations en latin sortir des murs. Au XIXe siècle, plusieurs familles ont essayé de s'installer dans cette propriété, attirées par le prix dérisoire. Mais aucune n'est restée plus de quelques semaines. Ils parlaient tous de la même chose, des voix la nuit, des objets qui bougeaient tout seuls, et surtout une sensation constante d'être observés. En 1856, un prêtre du village voisin, l'abbé Roussel, a tenté d'exorciser la maison. Il est entré un matin avec sa croix et son eau bénite. On l'a retrouvé 3 jours plus tard dans la forêt, complètement fou. Il ne cessait de répéter « Il faut nourrir les pierres, il faut nourrir les pierres ». Il est mort dans un asile quelques mois plus tard. Mais le plus troublant dans mes recherches, c'était de découvrir que les disparitions n'avaient jamais cessé. En moyenne, chaque décennie, 3 ou 4 personnes disparaissaient mystérieusement dans cette zone de la Provence. Randonneurs, chasseurs, parfois même des gendarmes en patrouille. Et maintenant, je comprends pourquoi cette secte moderne avait choisi exactement cette maison. Ils n'étaient pas les premiers. À travers les siècles, différents groupes d'occultistes avaient été attirés par cet endroit, comme si la maison elle-même les appelait. Si vous vous demandez pourquoi je partage tout cela avec vous, c'est parce que j'ai découvert quelque chose de terrifiant. En consultant les registres récents de la gendarmerie, j'ai réalisé que les disparitions ont augmenté ces dernières années. 3 personnes, rien que le mois dernier, dans un rayon de 20 km autour de cette maison maudite. Cette secte que j'ai rencontrée n'était qu'un maillon d'une chaîne qui remonte à des siècles. Et maintenant, avec un membre en prison qui refuse de parler et les autres toujours en liberté, je sais qu'ils continuent leur rituel. La maison de Montclerc les attend, comme elle a toujours attendu ceux qui viennent nourrir son appétit insatiable. Laissez-moi un commentaire si vous avez déjà entendu parler d'histoires similaires dans votre région. Ces forces obscures ne se limitent peut-être pas à la Provence. Et si vous habitez dans le sud de la France, soyez vigilants. Cette malédiction ancestrale est loin d'être terminée.
3 mois après ma libération, j'ai reçu une visite qui a changé ma compréhension de toute cette arbre histoire. Un homme âgé s'est présenté, professeur Antoine Marchand, historien spécialisé dans l'occultisme français. Il m'a révélé quelque chose d'incroyable. Le comte Édouard de Montclerc n'est pas mort en 1790. Il a lié son âme à une entité démoniaque pour obtenir l'immortalité. Mais le prix était terrible. Nourrir cette créature avec des âmes humaines de manière régulière. Le professeur m'a montré des photos prises en 1987 près de la maison. Sur l'une d'elles, on voyait clairement une silhouette en habit du XVIIIe siècle dans une fenêtre du 3e étage. Cette secte que vous avez rencontrée agissait sous l'influence directe du comte, m'a-t-il dit. Il m'a montré un document du Vatican datant de 1823. Un exorciste italien décrivait exactement le même rituel que j'avais vu. Mais il ajoutait « L'entité invoquée par le comte n'est pas un démon ordinaire. C'est une créature primordiale qui se nourrit de l'essence vitale humaine. » Cette créature existait déjà dans des textes sumériens vieux de 4000 ans. Les anciens l'appelaient « celui qui dévore les âmes ». Puis le professeur a révélé le plus choquant. Le membre de la secte arrêté cette nuit-là descend d'une famille qui servait les de Montclerc depuis des générations. Les Moreau étaient leurs serviteurs fidèles pendant plus de 2 siècles. Mais voici le plus important, monsieur Bernardin. Vous avez été marqué. Votre sang a coulé sur le pentagramme. Votre essence vitale a été partiellement absorbée par la créature. Maintenant, elle peut vous sentir, vous localiser, où que vous soyez. J'ai réalisé qu'il avait raison. Depuis cette nuit, j'avais constamment l'impression d'être épié. Même ici, à Lyon, je sentais parfois une présence malveillante. Cette secte va essayer de vous récupérer, a continué le professeur. Votre survie a interrompu leur rituel. L'entité a faim et réclame ce qui lui était promis, votre âme. Il m'a donné une médaille bénie par le pape. Cela vous protégera temporairement, mais si cette créature vous veut vraiment, elle trouvera un moyen. Avant de partir, il m'a dit quelque chose de terrifiant. Si jamais vous entendez des voix qui vous appellent vers le sud, si vous ressentez une envie de retourner vers cette maison, contactez-moi immédiatement. Car cela voudra dire que le comte de Montclerc vient vous chercher personnellement. Cette nuit-là, j'ai fait le pire cauchemar de ma vie. J'étais face à un homme en habit du XVIIIe siècle qui souriait avec des dents pointues comme des lames. Quand je me suis réveillé, j'ai trouvé de la terre de Provence sur mes draps. Laissez vos impressions dans les commentaires. Votre soutien m'aide à lutter contre cette malédiction. Car maintenant, je sais que mon histoire est loin d'être terminée. Quelque part, en Provence, le comte de Montclerc et sa créature attendent le moment pour terminer ce qu'ils ont commencé. Après la visite du professeur Marchand, je ne pouvais plus dormir. J'ai décidé de mener mes propres recherches pour comprendre l'ampleur de cette malédiction. Ce que j'ai découvert m'a horrifié. Je n'étais pas la première victime à avoir survécu au rituel du comte de Montclerc. En fouillant dans les archives numériques, j'ai trouvé le témoignage de Marie Dubois, une servante qui avait travaillé dans la maison en 1856. Dans une lettre à sa sœur, elle écrivait « Le maître se nourrit de nos âmes la nuit. J'ai vu 3 domestiques disparaître dans les caves. Leurs corps étaient retrouvés vidés de leur sang, mais leurs yeux étaient encore vivants, emprisonnés dans un état entre la vie et la mort. J'ai aussi découvert le journal d'un soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, son unité avait établi un poste d'observation dans la maison de Montclerc. Dans ses notes, il décrivait « Meine Kameraden verschwinden einer nach dem anderen. Der Graf in den alten Kleidern lächelt uns vom Dachboden zu. » Mes camarades disparaissent un par un. Le comte en habits anciens nous sourit depuis le grenier. Mais le témoignage le plus troublant était celui d'une infirmière, Céleste Moreau, datant de 1923. Oui,
une autre Moreau. Elle avait survécu à un rituel exactement comme moi. Dans son récit, elle expliquait « J'étais marqué. Chaque nuit, je l'entendais m'appeler. Sa voix résonnait dans ma tête. « Reviens, ma chère Céleste. Ton âme m'appartient. » Au bout de 6 mois, je n'ai pas pu résister. Le plus terrifiant, c'est que j'ai retrouvé sa trace. Céleste Moreau était retournée à la maison de Montclair en mars 1924. On avait retrouvé son corps 2 semaines plus tard. Mais selon le rapport de police, le cadavre ne présentait aucune blessure visible, mais semblait avoir été vidé de toute substance vitale. En continuant mes recherches, j'ai découvert un schéma récurrent. Tous les 10 à 15 ans, une personne survivait au rituel du conte. Et dans tous les cas, cette personne finissait par retourner à la maison dans les 6 mois suivants. Il y avait Henri Blanc, en 1952, retrouvé mort dans la cave de la maison. Isabelle Garnier, en 1967, découverte au pied du grand escalier. Et le plus récent avant moi, Thomas Mercier, en 2008. Un routier qui avait survécu à un enlèvement par une secte. 6 mois plus tard, sa famille l'avait retrouvé pendu dans son garage, mais ses derniers mots étaient « Je dois retourner chez lui, il m'appelle ». J'ai commencé à comprendre le jeu cruel du comte de Montclair. Il laissait délibérément une victime s'échapper de chaque rituel. Pas par clémence, mais par stratégie. Cette personne devenait un réservoir d'énergie vitale qu'il pouvait drainer lentement, à distance, tout en savourant sa terreur grandissante. Le plus horrible, c'est que j'ai découvert que le comte collectionnait des objets personnels de ses victimes marquées. Dans un inventaire dressé par la police en 1987, on mentionnait une pièce secrète dans la cave contenant des centaines d'objets, bijoux, montres, photos de famille, tous appartenant à des personnes disparues sur plusieurs décennies. En lisant ces témoignages, j'ai réalisé que les signes commençaient toujours de la même manière. D'abord les cauchemars, puis l'impression d'être observé, ensuite les voix qui appellent, et finalement l'irrésistible envie de retourner en Provence. Et c'est exactement ce qui m'arrivait. Depuis quelques jours, j'entendais parfois une voix grave qui murmurait mon nom la nuit. Michel Bernardin, reviens à la maison. Au début, je pensais que c'était le stress, mais la voix devenait de plus en plus claire, de plus en plus insistante. Ma femme avait remarqué que je regardais souvent vers le sud par la fenêtre, comme si quelque chose m'attirait. Mes filles disaient que je parlais parfois dans mon sommeil, dans une langue qu'elles ne reconnaissaient pas. J'ai appelé le professeur Marchand pour lui faire part de mes découvertes. Sa réponse m'a glacé le sang. « Michel, vous entrez dans la phase critique. D'après mes calculs, cela fait exactement 4 mois que vous avez survécu au rituel. Il vous reste 2 mois avant que l'attraction devienne irrésistible. Partagez cette histoire pour alerter d'autres personnes. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une expérience similaire, aidez-le à résister à l'appel. Car maintenant, je sais que le conte joue avec moi comme un chat avec une souris. Et mon temps s'épuise. Il y a 3 semaines, j'ai fait une découverte qui a changé ma compréhension de toute cette affaire. En cherchant des références historiques sur les entités primordiales, je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire. Une prophétie de Nostradamus lui-même, datant de 1555. Dans ses centuries, quatrain 73 du livre 6, Nostradamus avait écrit « Dans les collines de Provence, le noble maudit renaîtra. Par le sang des innocents, la bête antique se réveillera. Celui qui portera la marque de l'étoile inversée défiera le pacte éternel. » J'ai contacté le professeur Marchand pour lui parler de cette découverte. Sa réaction m'a surpris. « Michel, j'attendais que vous trouviez cela par vous-même. Cette prophétie parle de vous. Vous êtes celui qui porte la marque de l'étoile inversée. » Il m'a expliqué que lors du rituel interrompu, mon sang avait coulé sur le pentagramme dans le sens inverse de ce qui était prévu. Au lieu de nourrir l'entité, j'avais créé un lien de résistance. C'est pour cela que vous avez survécu, Michel.
et c'est pour cela que vous êtes la première personne en 2 siècles à avoir une chance de briser ce pacte. Mais cette révélation était aussi terrifiante qu'encourageante, car selon Nostradamus, celui qui défiera le pacte devra affronter la bête dans son antre avant que la lune ne soit pleine par 3 fois. Nous étions exactement à 1 mois de la 3e pleine lune depuis ma survie. Le professeur m'a alors révélé pourquoi il m'avait trouvé. Il faisait partie d'une société secrète appelée la Confrérie de Saint-Michel, fondée au XVIIe siècle pour lutter contre les forces occultes en France. Il traquait le comte de Montclair depuis des générations. « Nous avons attendu 3 siècles qu'une personne comme vous apparaisse » m'a-t-il dit. Quelqu'un qui soit marqué mais résistant, quelqu'un qui puisse entrer dans la maison sans être immédiatement dominé par l'entité. Il m'a montré des documents que sa confrérie avait collectionnés, des témoignages d'exorcistes, des rapports d'enquêteurs paranormaux, des analyses d'archéologues. Tous confirmaient que l'entité liée au comte de Montclair grandissait en puissance avec chaque âme qu'elle dévorait. Si nous ne l'arrêtons pas maintenant, Michel, elle deviendra trop puissante pour être vaincue. Elle pourra quitter la maison et étendre son influence à toute la région, puis à tout le pays. La confrérie avait mis au point un plan. Il existait un rituel de bannissement découvert dans les archives du Vatican qui pourrait renvoyer l'entité dans son plan d'existence originel. Mais pour cela, il fallait quelqu'un de marqué qui puisse pénétrer dans la pièce secrète du comte, au sous-sol de la maison. Le professeur m'a montré les plans détaillés de la maison de Montclair. Il y avait effectivement une cave secrète, accessible par un passage dissimulé derrière la cheminée du rez-de-chaussée. C'est là que le comte avait pratiqué ses premiers rituels, là où l'entité était la plus forte. Nous avons essayé d'y envoyer des membres de notre confrérie auparavant, m'a expliqué le professeur. Mais ils étaient tous morts ou devenus fous avant même d'atteindre la cave. Vous, avec votre marque inversée, vous avez une protection naturelle. Mais il y avait un problème. Le rituel de bannissement exigeait que je sois volontaire. Si j'agissais sous la contrainte de l'attraction du comte, le rituel échouerait. Je devais retourner à la maison de Montclair de mon plein gré, en résistant à son influence. Cette nuit-là, les voix dans ma tête étaient plus fortes que jamais. « Michel, reviens à moi. Ton âme m'appartient. » Je sentais une force invisible qui essayait de contrôler mes pensées, de me pousser vers le sud. Ma femme m'a trouvé debout devant la fenêtre à 3 heures du matin, les yeux fixés vers la Provence. « Tu parlais à quelqu'un » m'a-t-elle dit. Tu répétais « Oui, maître, j'arrive bientôt ». Je n'avais aucun souvenir de cela. L'attraction devenait plus forte chaque jour. Je savais que bientôt, je ne pourrais plus résister. J'ai pris ma décision. Je retournerai en Provence, mais pas comme victime. J'irai affronter le comte de Montclair et son entité pour briser définitivement ce pacte de sang qui terrorisait la région depuis des siècles. Si vous ne me voyez plus poster de vidéos après la semaine prochaine, vous saurez que j'ai échoué. Mais si cette malédiction doit se terminer, il faut que quelqu'un prenne ce risque. Priez pour moi. J'en aurai besoin. Cela fait maintenant 5 jours que je suis de retour en Provence. Je vous raconte cette histoire depuis ma chambre d'hôtel à Aix-en-Provence, à seulement 15 km de la maison maudite. Et je peux vous dire que chaque minute ici est un combat contre l'attraction du comte de Montclair. Le voyage depuis Lyon a été un cauchemar. Plus je me rapprochais du sud, plus les voix dans ma tête devenaient fréquemment claires. Tu rentres à la maison, Michel? Tu rentres enfin. Au péage d'Orange, j'ai failli perdre le contrôle de ma voiture. Mes mains se dirigeaient toutes seules vers la sortie qui menait directement à la maison de Montclair. Heureusement, le professeur Marchand m'attendait à Aix avec 3 autres membres de la confrérie de Saint-Michel. Ils m'ont immédiatement équipé d'une ceinture contenant des reliques sacrées et m'ont fait porter un pendentif avec de la terre bénite de Lourdes. L'influence du comte est maintenant à son maximum, m'a expliqué le professeur. Vous êtes dans sa zone de pouvoir. Il peut maintenant projeter des images dans votre esprit.
vous faire voir des choses qui n'existent pas. Et effectivement, depuis que je suis ici, je vois des choses étranges. Hier soir, j'ai aperçu ma fille dans le couloir de l'hôtel qui me faisait signe de la suivre. Mais quand j'ai appelé ma femme, elle m'a confirmé que mes filles étaient bien à Lyon, endormies dans leur lit. La confrérie m'a montré les derniers préparatifs. Ils ont passé des mois à étudier la maison de Montclair à distance. Avec des drones équipés de caméras thermiques, ils ont détecté une source de chaleur anormale dans la cave secrète. Une chaleur qui pulsait comme un cœur. C'est là que l'entité se trouve, m'a dit frère Antoine, un ancien exorciste. Elle a grandi avec chaque âme dévorée. Maintenant, elle fait la taille d'un homme, mais sa température corporelle atteint 60 degrés Celsius. Ils m'ont aussi montré des photos récentes prises autour de la maison. On pouvait voir des traces étranges dans la terre, des cercles parfaits où rien ne poussait, des arbres morts disposés en motifs géométriques, et surtout des empreintes de pas qui menaient vers la maison, mais jamais dans l'autre sens. Le conte attire encore des victimes, a expliqué sœur Marie-Claire, une spécialiste en démonologie. Nous avons recensé 4 disparitions dans la région ces 2 dernières semaines. Toutes des personnes qui campaient ou randonnaient seules dans les collines. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quand ils m'ont montré des enregistrements audio pris près de la maison. On pouvait clairement entendre ma voix qui sortait des fenêtres du 3e étage. Ma propre voix qui criait « À l'aide! Je suis prisonnier! Venez me sauver !» Le conte utilise votre essence vitale pour créer un leurre, m'a expliqué le professeur. Il attire des secouristes ou des curieux en leur faisant croire que vous êtes toujours captif. C'est comme cela qu'il continue à nourrir l'entité. Cette révélation m'a horrifié. Non seulement j'étais marqué, mais le conte utilisait mon identité pour tuer d'innocentes personnes. J'étais devenu complice, malgré moi, de ces crimes. Ce soir, nous passerons à l'action. La confrérie a calculé que nous avons exactement 3 heures après le coucher du soleil avant que l'attraction devienne irrésistible pour moi. C'est notre seule fenêtre de tir. Le plan est simple en théorie, terrifiant en pratique. Je dois entrer seul dans la maison, descendre dans la cave secrète et réciter le rituel de bannissement face à l'entité. Pendant ce temps, les membres de la confrérie formeront un cercle de protection autour de la maison pour empêcher le comte de s'échapper. Mais ils m'ont prévenu. Une fois que vous aurez commencé le rituel, Michel, le comte et l'entité donneront tout pour vous arrêter. Vous verrez vos pires cauchemars prendre vie. Ils utiliseront l'image de votre famille, de vos peurs les plus profondes. Vous devrez résister à tout prix. En écrivant ces mots, je sens déjà l'attraction qui grandit. Le soleil commence à décliner et quelque chose en moi me pousse à me lever et à marcher vers la sortie de l'hôtel. Si vous lisez ceci demain et qu'il n'y a pas de 9e épisode, c'est que j'aurai échoué. Mais au moins, vous saurez la vérité sur la maison de Montclair. Priez pour que j'aie la force d'aller jusqu'au bout. L'avenir de la Provence en dépend peut-être. Je vous parle depuis ma voiture, garée à 2 km de la maison de Montclair. Il est 23h47 et dans 13 minutes, j'entrerai dans cette maison maudite. Mes mains tremblent tellement que j'arrive à peine à tenir mon téléphone, mais je dois vous raconter ce qui s'est passé il y a 1 heure. Nous avions tout prévu, sauf une chose. Le comte de Montclair nous attendait. Quand nous sommes arrivés près de la maison avec la confrérie, tous les membres ont soudain commencé à hurler en se tenant la tête. Le professeur Marchand s'est effondré, du sang coulait de ses yeux. Il est trop puissant, a crié frère Antoine avant de s'évanouir. L'entité, elle a grandi. Elle peut maintenant agir à distance. En quelques minutes, tous les membres de la confrérie étaient inconscients ou fous. Seul moi, protégé par ma marque inversée, je pouvais encore bouger. Mais j'étais désormais complètement seul face au comte. C'est alors que je l'ai vu pour la première fois. Une silhouette élégante en habit du XVIIIe siècle est sortie de la maison et a marché vers moi. Grand, mince, avec des cheveux blancs parfaitement peignés
et des yeux d'un bleu glacial qui brillaient dans l'obscurité. « Bonjour, Michel Bernardin », m'a-t-il dit avec un accent aristocratique. « J'attendais votre retour avec tant d'impatience. Vous m'avez donné bien du mal, vous savez. » Sa voix était hypnotique, presque chaleureuse. Rien à voir avec le monstre que j'imaginais. Il ressemblait à un noble raffiné qui recevrait un invité de marque. « Vous vous demandez pourquoi je vous laisse approcher ?» a-t-il continué en souriant. « C'est simple. Votre sang marqué est exactement ce dont j'ai besoin pour libérer définitivement mon compagnon de cette maison. Grâce à vous, nous pourrons enfin quitter la Provence et étendre notre influence à toute l'Europe. » J'ai réalisé avec horreur que la confrérie s'était trompée. Le rituel de bannissement n'allait pas renvoyer l'entité, il allait la libérer. Le comte avait manipulé toutes les recherches, tous les documents. Il m'avait attiré ici, non pas comme ennemi, mais comme clé finale de sa libération. « Vous comprenez enfin », a-t-il ri. « Ces braves gens de la confrérie croyaient vous envoyer me détruire, mais ils vous ont simplement ramené à moi. Votre marque inversée n'est pas une protection, Michel. C'est un sceau. Un sceau qui peut briser les dernières barrières qui nous retiennent ici. » Il a claqué des doigts et soudain, j'ai vu ma femme et mes filles apparaître devant la maison. Elles m'appelaient, me suppliaient de les sauver. Mais je savais que c'était une illusion. Les vrais étaient en sécurité à Lyon. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» a dit le comte. « Mais attendez de voir ce que mon compagnon peut faire quand il sera libre. » Un rugissement monstrueux est sorti de la cave de la maison. Le sol a tremblé et tous les arbres autour ont perdu leurs feuilles instantanément. Cette chose, quelle qu'elle soit, était effectivement devenue énorme et puissante. Dans 1 heure, à minuit précis, vous entrerez dans la cave et vous prononcerez les mots que vos amis vous ont appris. Mais au lieu de bannir mon compagnon, vous briserez les derniers liens qui l'attachent à cette maison. Et ensemble, nous créerons un nouvel âge de ténèbres sur cette terre. Le comte a fait demi-tour et a marché vers la maison. Avant de disparaître, il s'est retourné. « Oh, et Michel ? Si vous essayez de fuir, vos vraies femmes et filles mourront cette nuit, où qu'elles soient, mon compagnon peut maintenant atteindre n'importe qui dans un rayon de 1000 kilomètres. Je suis donc piégé. Si j'entre dans cette cave, je libère un démon primordial qui terrorisera l'Europe entière. Si je ne le fais pas, ma famille mourra. Mais j'ai peut-être trouvé une solution. En fouillant dans les documents de la confrérie, j'ai découvert une variante du rituel. Au lieu de prononcer les mots de libération, je peux réciter une incantation de sacrifice personnel. Cela détruirait l'entité, mais au prix de ma propre vie. Si vous ne me voyez plus jamais, sachez que j'aurai choisi de sauver ma famille et de protéger la France de cette malédiction. C'est le prix que je dois payer pour avoir survécu cette nuit-là. Il me reste 3 minutes. Je vais maintenant marcher vers cette maison et descendre dans cette cave. Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais mon histoire. Et si un jour vous entendez parler de disparitions mystérieuses en Provence, vous saurez que j'ai échoué. Au revoir. Je vous parle depuis l'hôpital de Marseille. Cela fait 3 jours que je suis ici. Et les médecins ne comprennent toujours pas comment j'ai survécu. Mais ce que je vais vous raconter maintenant va vous glacer le sang, car je ne suis pas certain d'avoir vraiment gagné. Je suis entré dans cette cave à minuit précis. L'entité était là, énorme, pulsante. Une masse de ténèbres avec des yeux rouges comme des braises. Le comte de Montclair se tenait à côté d'elle, souriant avec satisfaction. « Commencez le rituel, Michel » m'a-t-il ordonné. Mais au lieu de réciter les mots de libération, j'ai prononcé l'incantation de sacrifice personnel. Instantanément, une lumière aveuglante a rempli la cave. L'entité a poussé un hurlement qui a fait trembler toute la maison, et le comte a crié « Non, que faites-vous » La douleur était indescriptible. J'ai senti mon essence vitale se consumer, ma force de vie alimenter un brasier spirituel qui détruisait l'entité. Le comte de Montclair vieillit à vue d'œil.
Ses cheveux sont devenus gris, puis blancs, puis il s'est effondré en poussière. Puis, tout est devenu noir. Je me suis réveillé dans l'ambulance, les gendarmes m'expliquant qu'ils m'avaient trouvé inconscient devant la maison de Montclair. Curieusement, la maison elle-même était en flammes, mais personne ne savait comment l'incendie avait commencé. Les membres de la confrérie de Saint-Michel avaient tous récupéré leurs esprits et confirmé que l'influence maléfique avait disparu. « Vous avez réussi, Michel », m'a dit le professeur Marchand. « L'entité est détruite, le comte aussi. La Provence est libérée. » Mais voilà où les choses deviennent troublantes. Depuis que je suis sorti du coma, j'ai des capacités que je n'avais pas avant. Je peux sentir les émotions des gens à distance, parfois même leurs pensées. Cette nuit, une infirmière est entrée dans ma chambre et j'ai su qu'elle mentait quand elle a dit que tout allait bien pour son fils malade. Plus inquiétant encore, je n'ai plus besoin de manger. Cela fait 3 jours et je n'ai pas ressenti la moindre faim. Mon corps semble se nourrir d'autre chose. D'énergie vitale peut-être. Hier soir, un patient dans la chambre à côté est mort subitement. Un homme jeune, en bonne santé, qui récupérait d'une simple appendicectomie. Les médecins n'expliquent pas sa mort. Mais moi, je me souviens d'avoir rêvé de lui cette nuit-là. Dans mon rêve, j'absorbais sa force vitale, et il y a ses voix. Pas celles du conte, non, celles-ci sont différentes. Plus anciennes, plus profondes. Elles me disent des choses dans des langues que je ne connais pas, mais que je comprends parfaitement. « Tu es notre nouveau vaisseau », murmure-t-elle. « Tu es notre ancre dans ce monde. » Ma femme est venue me voir hier avec nos filles. Quand ma plus jeune m'a embrassé, j'ai vu de la peur dans ses yeux. « Papa », m'a-t-elle chuchoté, « tes yeux, ils brillent dans le noir maintenant. » J'ai regardé dans le miroir de la salle de bain. Mes yeux sont toujours bruns, mais parfois, quand la lumière baisse, je vois des reflets dorés qui dansent dedans. Des reflets qui ne devraient pas être là. Le plus troublant, c'est que je sens l'attraction grandir de nouveau. Pas vers la maison de Montclair. Elle a brûlé complètement, mais vers d'autres endroits. Des lieux anciens, des grottes, des églises abandonnées. Comme si quelque chose me guidait vers de nouveaux territoires de chasse. Ce matin, j'ai reçu une lettre étrange. Pas d'expéditeur, juste une adresse à Toulouse et ces mots « Nous vous attendons, nouveau maître. La lignée doit continuer. » La lettre était signée « Les serviteurs éternels ». Je commence à comprendre la véritable nature de ce qui s'est passé dans cette cave. Je n'ai pas détruit l'entité. Je l'ai absorbée. Elle vit maintenant en moi, grandit en moi, me transforme lentement en quelque chose d'autre. Le comte de Montclair n'était peut-être lui-même qu'un homme ordinaire au départ. Un homme qui a cru pouvoir contrôler des forces anciennes, mais qui est devenu leur instrument. Et maintenant, c'est mon tour. Je sens que bientôt, je ne pourrai plus résister à l'appel. Je quitterai cet hôpital, j'abandonnerai ma famille, et j'irai là où ces voix me guident. Vers de nouveaux territoires de chasse, vers de nouveaux rituels, vers de nouvelles victimes. Si vous entendez parler de disparitions mystérieuses dans le sud-ouest de la France, dans les mois qui viennent, vous saurez que Michel Bernardin a définitivement cessé d'exister, et que quelque chose d'ancien et de terrible a pris sa place. La malédiction de la Provence est terminée. Mais une nouvelle malédiction commence. Et cette fois, elle porte mon visage. Merci de m'avoir écouté, et pardonnez-moi pour ce qui va suivre.